la SNCF. Alors, merci Laurent. Donc, on a compris qu'il y a quand même plusieurs pistes, qu'elles ont été toutes quand même examinées. Alors, on va peut-être pas les détailler, rentrer en détail. Hein. Le rapport, il fait plus d'une quarantaine de pages, hein, le contre-projet de la SNCF. Moi, je voudrais savoir si la personne qui doit nous contacter est en ligne avec nous. Denis ? Bonsoir. Bonsoir Denis. Qui es-tu, Denis ? Peux-tu te présenter ? Allô ? Oui, par contre, je prends un peu de loin. Alors, on t'entend très mal. Hein. Petit souci, faut qu'on lève un petit peu le volume, là. Donne-moi un peu de volume. Denis ? Oui. Denis. Allô ? Bonsoir ? Oui, là, je t'entends. C'est Nathalie, hein, c'est ça ? Oui, c'est Nathalie. Bonsoir, Denis. Ouais. Bonsoir, Nathalie. Alors, tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire, t'es quoi ? T'es un usager, un cheminot ? Non, je suis pas cheminot. Moi, je suis usager. Oui. Mais, bon, alors, je suis dans une situation un peu particulière, puisque la mère de ma fille, elle est cheminote, en fait. Voilà. Moi, j'avais une question, en fait, qui vient surtout d'une inquiétude. Alors là, c'est pour le coup, je me place côté vraiment usager. Qui dit privatisation demain, je me mets dans le scénario où le gouvernement de Philippe donc arrive au terme de la réforme et que donc imaginons dans quelques mois la SNCF donc devient une SA. Que vont devenir les règles de tarification, que vont devenir excusez-moi, j'ai mon retour en fait. Oui, non mais on t'entend, hein, ouais. T'inquiète. Donc que vont devenir les tarifications? Oui, très bonne question. La première question, elle est vraiment d'un point de vue purement financier, pour l'usager, pour le consommateur. Quel sera l'impact sur la tarification des billets demain? Ça c'est la première question. Et j'en ai une deuxième. Quand on parle de privatisation, on parle aussi de rentabilité, comme ça a été dit par un cheminot en préambule. Donc ça va être un peu la compétition, la course au profit et à la rentabilité. Que vont devenir dans certaines zones les plus reculées, dans les coins un peu isolés, où finalement souvent le train, pour peu qu'il y ait un arrêt bien sûr, hein, pour peu que, comment dirais-je, on parle de tronçons de ligne pas trop rentables, est-ce que demain on peut imaginer un scénario où la société X, qui serait à la tête de la SNCF, déciderait de dire demain, on arrête telle ligne, je sais pas moi, dans un coin paumé de la France, parce que voilà, pas assez rentable, pas assez usagé. Et donc, en fait, il déciderait de supprimer des gares. Est-ce que ce scénario est possible demain? Alors, justement, hein, sur le troisième point, alors je vais te passer Laurent qui va répondre à tes questions. Sur le troisième point, je crois que le gouvernement l'a déjà annoncé. Hein, c'est que les lignes, il y a 9000 km de lignes. Laurent, tu vas nous confirmer tout ça. Les lignes qui assuraient la continuité territoriale, hein, on va peut-être aussi avoir les termes, et qui sont menacés de suppression parce que déjà pas rentables alors que tout n'est pas encore privatisé. Je passe le micro à Laurent. Oui, alors déjà, il faut voir qu'il y a plusieurs aspects. Il y a la menace de privatisation de la SNCF en tant que telle, c'est-à-dire de la transformation de la SNCF d'établissement public à intérêt commercial, EPIC, à société anonyme à capitaux incessibles, puis à moyen voire long terme à capitaux cessibles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire que en même temps que la SNCF, il y aurait des entreprises privées qui, d'une part, sur les TGV, sur les lignes à grande vitesse TGV, il y aurait, par exemple, à 10h le TGV SNCF, à 10h15 le TGV Bouygues et à 10h30 le TGV Vinci, pour la même destination. Ça, c'est la première chose. Après, sur les lignes TER et RER, on serait plutôt sur appel d'offres et, comme on l'a dans d'autres cas, la ligne, La Roche-Auxerre est lancée par les régions qui sont aujourd'hui les autorités organisatrices, est soumise à appel d'offres et l'entreprise la moins chère gagne le marché et à une date X, au 1er janvier de l'année 2019, tous les trains TER entre La Roche et Auxerre passent de TER SNCF à TER Bouygues. Ça, il y a ces deux aspects dans le rapport Spinetta. Donc aujourd'hui, sur le premier aspect, ce qu'il y a dans le rapport Spinetta, c'est de dire que dans ce cadre-là, effectivement, aujourd'hui, le tarif maximum que peut faire payer la SNCF à un usager est réglementé.
et il propose effectivement de lever cette réglementation qui n'aurait plus de sens si la SNCF a un tarif maximum imposé et pas les entreprises privées. Voilà, ça c'est pour répondre à la première question. Donc en fait, Laurent, on peut s'attendre à une hausse des tarifs, elle est quasiment certaine, ou justement la concurrence, ça peut avoir du bon et entraîner les prix à la baisse. Et à ce moment-là, à quel coût? Alors, on peut éventuellement penser, dans le meilleur des mondes capitalistes, que sur les lignes où il y aura une concurrence frontale, c'est-à-dire avec à un quart d'heure d'intervalle 3 TGV pour la même direction, il y ait une concurrence frontale des prix qui puisse les faire baisser. On peut le penser, ceci dit, la réalité c'est que la SNCF est déjà dans un environnement concurrentiel, puisque quelqu'un, avant de partir pour Lyon ou Marseille en partant de Paris, il va quand même faire ses comptes pour savoir si ça va lui coûter moins cher en train, en bus, avec sa voiture personnelle, voire en avion. Et par contre, sur des lignes TER, là, il n'y aura pas la concurrence, ça va être une fois tous les 5 ans, la région qui demande qui est le moins cher, mais le moins cher pour la région, qui lui demande le moins de subventions. C'est pas qui va faire payer le moins à l'usager. Donc non, on est tout à fait en droit de penser que le prix du Navigo ou le prix de l'abonnement de la région Centre ou Auvergne pour les transports régionaux, lui, ne va pas baisser dans ce cadre-là. D'accord. Eh bien, est-ce qu'on a répondu, Denis, à tes questions? Oui, tout à fait. Mais alors du coup, je m'en autorise une, si vous n'en voulez pas. En termes de régulation, ça va donner quoi? Ah bah en termes de régulation, Qui va réguler? je ne sais pas, on va voir si Laurent peut répondre à cette question. Alors, aujourd'hui, ce qui est envisagé, c'est que la partie SNCF Réseau reste le régulateur de la ligne. Sur les parties qui seraient ouvertes entièrement, enfin qui seraient circulées par plusieurs compagnies ferroviaires à la fois. Évidemment, sur une partie de réseau qui serait circulée uniquement par une entreprise privée, on peut penser qu'elle se régule toute seule. Voilà, aujourd'hui, on le sait, par exemple, sur la ligne Bordeaux-Tours, qui est opérée par Vinci. Vinci opère des missions de sécurité et de régulation. Voilà. Et tu avais posé une question sur les petites lignes. Effectivement, le rapport Spinetta dit que ce qu'on appelle les petites lignes, alors en termes techniques, c'est ce qu'on appelle les lignes UIC 7 à 9. Donc, il faudrait que je vous retrouve exactement ce que ça veut dire, mais c'est effectivement un nombre de circulations par jour. L'idée serait de les transférer aux régions, et ça serait aux régions de décider si elles ont les moyens financiers ou non de maintenir ces lignes. Et là, il faut sortir un tout petit peu du domaine ferroviaire. On est dans un contexte aussi où l'État diminue considérablement les subventions à l'ensemble des collectivités locales, et notamment aux régions. C'est-à-dire qu'on va dire aux régions, vous avez moins d'argent, puisqu'on est dans une politique d'austérité, et en même temps, on vous demande si vous voulez payer plus pour maintenir un service. On est en droit de craindre que la réponse soit on ferme les lignes. Donc c'est un scénario possible. On peut très bien demain s'attendre à des fermetures de lignes qui sont jugées plus rentables pour la société. C'est exactement ça.